Chers collègues, au vu des titres des deux discours qui vous attendent, j'imagine que vous avez compris que nous allions nous engager dans une petite séance de réflexion commune sur le monde du travail. À quoi va-t-il ressembler demain? Quelles évolutions peut-on déjà noter et lesquelles compterons-nous à l'avenir? Je laisserai donc le soin à mon collègue de parler des évolutions a priori directement liées à la période très particulière que nous venons de traverser, et je vais moi-même me pencher sur des tendances qui existaient déjà avant la pandémie. Des tendances qui, sans nul doute, ne feront que s'accentuer à l'avenir. Je tenais à vous parler un peu plus précisément de la place qu'occupent les intelligences artificielles et les technologies dans le domaine de l'emploi. Vous serez peut-être surpris et surprise de l'apprendre, mais ces dernières peuvent jouer un rôle dès lors que vous postulez pour un poste. Elles peuvent également jouer un rôle tout au long de votre carrière au sein de l'entreprise et influencer votre sortie de l'entreprise, pour utiliser un euphémisme. Donc je vais ici m'éloigner des problématiques touchant de plus près les interprètes de conférences. Je ne vais pas vous parler de l'importance que prendront ou ne prendront pas les intelligences artificielles dans notre travail. Je vous laisse le choix de vous renseigner ou non sur les évolutions et de décider si vous pensez qu'elles marqueront la mort de l'interprétation et qu'il est donc grand temps de songer à une reconversion, ou si elles pourront être des outils utiles pour nous permettre d'effectuer au mieux notre travail. Moi, je vais me concentrer ici sur des pratiques qui me sont absolument étrangères, tout simplement parce que je n'ai jamais travaillé en tant que salarié. Je ne suis jamais passée par la phase candidature pour un poste dans une entreprise. À partir du moment où on laisse de côté tout ce qui est emploi étudiant, mais je doute fortement que des technologies onéreuses aient été utilisées à l'époque pour ce type de travail. Aujourd'hui, je ne travaille pas dans un bureau avec des collègues et je maîtrise plus ou moins bien mon emploi du temps. Donc, les intelligences artificielles ont un rôle pour le moment assez mineur sur ces aspects-là de ma vie. Il existe cependant de nouvelles technologies qui sont développées afin d'aider à prendre la décision lors de l'embauche de salariés, mais également des technologies utilisées afin d'aider à créer des environnements propices au travail. Donc on va commencer par se pencher sur les technologies utilisées lors de l'embauche. J'avais déjà entendu parler d'algorithmes pouvant être utilisés pour analyser des CV écrits. J'en avais d'ailleurs entendu parler parce qu'ils pouvaient conduire à de graves discriminations. Et donc, les échos que j'avais eus n'étaient pas très positifs. Mais il existe d'autres logiciels permettant d'analyser des CV vidéo. Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, on peut nous demander d'envoyer des CV sous format vidéo. J'avoue ne pas avoir vérifié la législation française, et donc je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment légal de nous obliger à envoyer un CV vidéo lors d'une candidature, en raison des protections en place contre la discrimination à l'embauche. Mais j'imagine qu'on peut toujours vous inviter ou vous inciter plus ou moins fortement à le faire. Et donc, à quoi servent ces outils? Pour les recruteurs, en tout cas, ils les perçoivent comme des filtres. En effet, aujourd'hui, pour chaque poste ouvert, des dizaines, voire des centaines de CV sont envoyés, et les personnes chargées du recrutement ne souhaitent convoquer qu'un nombre restreint de candidats et de candidates à l'entretien. Ce qu'on comprend d'ailleurs tout à fait. Après tout, les entretiens prennent du temps et donc les personnes concernées souhaitent utiliser leur temps du mieux possible. Par conséquent, elles cherchent à inviter aux entretiens des personnes au profil a priori adapté au poste à pourvoir. Et comme j'ai été assez surprise de cette utilisation de l'intelligence artificielle pour l'analyse de CV vidéo, je propose de se pencher un peu plus sur cette question. Pour le moment, ces intelligences artificielles sont encore en phase de test. Elles ne sont pas encore officiellement utilisées dans les processus de recrutement. Mais je ne serais pas très surprise qu'elles le soient d'ici peu. Donc, comment fonctionnent-elles? Elles analysent des vidéos de format habituellement relativement court, dans lequel les différents candidats et candidates sont invités à se présenter et à répondre à des questions
plutôt traditionnelles dans ce type de processus, à savoir quel est votre parcours, quelles sont vos faiblesses, ou encore où vous voyez-vous dans 10 ans. Et qu'analysent-elles précisément, ces intelligences artificielles? Eh bien, imaginons que je fasse partie de cette catégorie d'interprètes qui pensent que notre métier ne fera pas long feu. Et donc, disons que je songe à me reconvertir. Je vais regarder les offres d'emploi qui existent, je postule pour un poste par le biais d'un CV vidéo. Et donc, voilà, il faut que je me filme. Je peux tout à fait embaucher un ou une professionnelle de l'image qui m'aidera à mieux gérer ma façon de me présenter et notamment ma gestuelle. Et ce dernier point est très important car c'est précisément le premier point d'analyse des intelligences artificielles lorsqu'elles reçoivent des vidéos pour ce type de travail. Vous l'aurez probablement déjà remarqué, j'ai tendance à bouger assez facilement et régulièrement mes mains. J'ai un petit peu travaillé sur les mouvements de tout mon corps, pour des raisons qui vous paraîtront probablement évidentes, mais on peut dire que je suis quelqu'un d'assez peu statique. Ce qui, apparemment, serait ce qui démontrerait une personnalité extravertie. Je pourrais argumenter qu'une personne nerveuse aurait également tendance à bouger en situation de stress, mais n'étant pas experte, disons que je vais faire confiance à l'analyse de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi le type de personnalité est important lors du processus de recrutement? Eh bien, lorsque l'on rejoint une équipe avec laquelle on va travailler au fil des mois, voire des années dans le meilleur des cas, il est important de réussir à bien s'y intégrer. Et une personne très calme pourrait se trouver moins à son aise dans une équipe très dynamique, ce qui en retour pourrait avoir des répercussions sur son sentiment de bien-être au travail et au final sur ses performances. L'inverse est évidemment vrai avec une personne dynamique dans une équipe calme. Associer le bon profil à la bonne équipe est donc un point important. Mais le logiciel ne s'arrête pas là. Il va également analyser les mots-clés utilisés. Et là, plusieurs limites se présentent. Tout d'abord, il faut que le logiciel parvienne à reconnaître les mots qui sont prononcés. Nous savons bien que les logiciels de reconnaissance vocale ne sont pas encore en mesure de reconnaître parfaitement tous les accents, par exemple. Partons du principe cependant que le logiciel qui a reçu ma vidéo factice reconnaît tous les mots que j'emploie. J'ai un accent de France métropolitaine, souvent considéré comme neutre, à tort ou à raison. Il est donc possible que ce soit le cas. Le logiciel va à ce moment-là analyser les champs lexicaux utilisés dans mon discours. Il va regarder si j'ai un recours facile au mot « je », parce que cela pourrait indiquer une personnalité à l'ego, disons, en plutôt bonne santé. Il va aussi regarder si j'utilise des termes à connotation positive ou négative, ce qui indiquerait là une personnalité plutôt optimiste ou pessimiste. Donc voilà le genre d'informations que les logiciels d'intelligence artificielle vont aller récupérer dans les vidéos. Mais vous vous rendez bien compte, j'imagine, que ces informations ne suffisent pas à décider si je corresponds au poste pour lequel je postule. Et puis d'ailleurs, est-ce que je ne pourrais pas cocher toutes les cases en faisant tout simplement une liste de mots-clés, les uns à la suite des autres, sans la moindre phrase, mais en mimant une personne très impliquée dans ce qu'elle dit, pour que ma gestuelle soit jugée bonne, les mots-clés identifiés, et qu'ainsi je coche toutes les cases. Évidemment, je suis en train de forcer un peu le trait, mais vous aurez compris où se trouve la deuxième grande limite de ces logiciels, la compréhension et l'analyse du sens. Les phrases ne font pas sens pour ces logiciels. Ils ne savent pas déchiffrer les messages et ils ne savent pas vraiment comprendre ce que les personnes qui se filment et qui envoient ces CV vidéo sont en train de dire, quel est le contenu.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lors d'un entretien, un concepteur de ce type de logiciel affirmait que l'objet final n'est pas de remplacer entièrement l'être humain, mais bien de fournir un outil pouvant assister la prise de décision. Mais cette décision restera au final le fait d'un être de chair et de sang. J'imagine également que vous pourrez tous faire assez facilement un parallèle avec les outils de traduction automatique ou ces logiciels fantasmés d'interprétation par ordinateur que beaucoup ne peuvent plus attendre de pouvoir utiliser et qui de toute évidence ne pourront pas tout de suite faire le travail d'un être de chair et de sang. Bref, revenons donc au processus. Disons que ma vidéo a été présélectionnée. Je passe les entretiens, je suis embauchée par cette entreprise très moderne qui a de toute évidence décidé de mettre en place différents outils pour pouvoir utiliser au maximum la technologie à sa disposition. Nous arrivons là à un deuxième grand aspect sur lequel les intelligences artificielles pourraient jouer un rôle très important à l'avenir, à savoir l'optimisation du travail. Sans grande surprise, vous imaginez bien que les entreprises cherchent toujours à engranger les plus grands profits. Il en va assez simplement de leur existence, je n'émets ici aucun jugement, mais par conséquent, il paraît logique qu'ils cherchent à optimiser le travail de leurs salariés. Il existe différentes pistes pour cette optimisation et je voudrais vous en présenter simplement deux. La première piste est un logiciel de commande automatique. Ce logiciel est déjà utilisé dans certaines entreprises et il a été développé à partir de l'hypothèse de travail suivante. Le multitasking rend le travail plus difficile. Par conséquent, lorsque les salariés sont assaillis de différents mails comprenant différentes tâches à rendre, cela peut diminuer les performances du salarié et avoir des répercussions négatives sur leur façon de travailler. Une entreprise a donc décidé de développer un logiciel permettant de n'attribuer à chaque employé que la quantité de travail que ces derniers sont en mesure de traiter de manière efficace. Alors, comment est-ce que ce logiciel fonctionne? Eh bien, il a recours à deux outils technologiques. Tout d'abord, un pulsomètre que les salariés doivent porter à tout moment sur leur lieu de travail et qui permet de suivre leur rythme cardiaque. Et deuxième outil, une caméra qui est fixée à leur ordinateur, ou la caméra de leur ordinateur d'ailleurs, et qui filme en permanence leur visage lorsqu'ils ou elles sont sur leur poste de travail. Ces deux outils permettent d'évaluer le niveau de stress de chaque salarié pendant qu'il travaille et leur état émotionnel. Parce qu'une personne qui serait, par exemple, non seulement stressée, mais également triste ou préoccupée pour des raisons personnelles, ne pourra pas traiter la même quantité de travail que lorsqu'elle va bien et qu'elle est pleine d'énergie. Donc de prime abord, cette façon de travailler, ce logiciel peut paraître assez séduisant. En effet, le but serait d'adapter la quantité de travail aux capacités de chacun et de chacune à un moment donné. Ainsi, on s'assure que personne ne se noie sous les tâches à abattre et cela permettrait de créer un environnement de travail relativement protégé et de limiter la quantité de stress à laquelle chaque salarié est soumis. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il ne faut pas négliger un risque. Les salariés ne sont pas seulement accompagnés grâce à ces outils technologiques. Ils permettent certes de gérer au mieux la quantité de travail qu'ils sont en mesure d'accomplir, mais les outils permettent également de surveiller les salariés. Ainsi, une personne qui aurait, pour des raisons X ou Y, une réduction de ses performances au travail pendant un temps relativement long, pourrait être soumis à une pression supplémentaire de la part de ses responsables qui leur demanderaient des comptes.
Pourquoi ne travaille-t-elle pas plus vite alors que l'on sait, grâce au contrôle effectué auparavant, qu'elle peut le faire? Que se passe-t-il? Quelle solution doit-on apporter pour trouver les performances passées? Or, aujourd'hui, nous savons qu'il y a une forte tendance au sein des entreprises à se concentrer sur des indicateurs chiffrés. Et donc, ce type de technologie pourrait très facilement être utilisé pour renvoyer des salariés jugés sous-performants pendant une trop longue période. C'est un risque qu'on ne peut simplement pas balayer d'un revers de la main. D'ailleurs, le créateur du logiciel en est bien conscient, car il insiste sur l'objectif voulu de son produit, à savoir non pas le contrôle ou la surveillance des salariés, mais bien la création d'un environnement de travail adapté à chaque personne. Deuxième tendance dont je voulais vous parler dans mon discours, la réduction du temps de travail. Alors non, vous n'êtes pas subitement tombé dans un discours parallèle de Jean-Luc Mélenchon. La réduction du temps de travail est bel et bien défendue comme méthode d'optimisation du travail. Bon, j'avoue qu'ici, je triche un petit peu parce que les intelligences artificielles ne font pas à proprement parler de ce type de stratégie. Elles ne font pas partie, pardon, de ce type de stratégie. Tout au plus, certaines technologies peuvent y être associées, notamment celles qui permettent de réduire le nombre de notifications que l'on reçoit. Mais donc, pourquoi cette notion gagne-t-elle du terrain? Le point de départ est simple. Il est aujourd'hui de plus en plus difficile de se concentrer sur une seule tâche pendant un long moment au travail. On n'arrive donc jamais réellement à entrer dans le flow. J'avoue avoir souri en rencontrant cette information pendant que je préparais mon discours. En effet, je pense que nous sommes nombreux et nombreuses ici à avoir déjà entendu parler de ce fameux flow en interprétation, ce moment un peu magique où, parce que nous avons bien fait nos recherches, nous maîtrisons le sujet que nous interprétons, nous sommes à l'aise avec le ton, le timbre, le rythme de l'orateur ou de l'oratrice, et où l'interprétation semble couler de source. Eh bien, ce sentiment, ce flow, donc, est partagé par nos collègues dans toutes les branches de métier. Et c'est quelque chose que l'on ressent apparemment lorsque l'on travaille sur une tâche que l'on a l'impression de maîtriser totalement. Dans ce cas, notre corps libère plus d'endorphines, notre rythme cardiaque se stabilise et on travaille plus efficacement. Certaines entreprises ont donc décidé de faire le test et de réduire le nombre d'heures travaillées de 8 à 5 par jour. Et elles ne relèvent pas nécessairement une baisse de productivité. Bon, pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers avec les notions de temps de travail moyen en Europe et de productivité, cela n'aura probablement rien de surprenant. En effet, la Grèce, par exemple, et ses 44,2 heures de travail par semaine, est jugée moins productive que la France et ses 40,4 heures travaillées par semaine, ou que le Danemark et ses 38,6 heures travaillées par semaine. Ce n'est donc pas parce qu'on travaille plus qu'on travaille mieux ou plus efficacement. Pour des raisons personnelles, cette découverte empirique me satisfait. Mais pour des raisons d'honnêteté intellectuelle, je tiens tout de même à en relever quelques limites. Tout d'abord, lorsque l'on parle des distractions qui empêchent d'entrer dans le flow, on parle évidemment des mails et des notifications diverses que j'ai déjà mentionnées. C'est un point que l'on peut régler assez facilement en utilisant des technologies, des logiciels qui, par exemple, vous empêchent de relever toutes les minutes vos emails ou qui limitent votre accès aux sites de réseaux sociaux pendant une période définie par vous. Donc tout ceci permet de gérer les flux d'informations entrantes et donc les distractions que vous ne maîtrisez pas par les biais d'outils technologiques. C'est très bien. Mais lorsque l'on parle de distraction, et pour moi c'est là le point un petit peu plus problématique, on parle également des conversations et des interactions avec nos collègues. Ainsi,
Dans ces entreprises un peu test, il a été noté que les discussions à la machine à café avaient plus ou moins disparu et que toute la dimension vraiment sociale du travail avait été fortement affectée par cette transition d'une journée de 8 heures à une journée de 5 heures. Au point d'ailleurs que dans l'une de ces entreprises, les employés ont fait le choix de rester manger sur place à la fin de leur journée de travail, donc à 13 heures, avec leurs collègues, afin de recréer ce lien social qui disparaissait peu à peu au fil de ces journées plus courtes. Et il est également important de noter que ce type de fonctionnement ne convient pas à tout le monde. Il faut en effet être en mesure de travailler en très grande autonomie, faire preuve d'un fort sens de l'organisation et être capable de se concentrer presque sans pause pendant 5 heures. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et je ne suis d'ailleurs pas convaincue qu'il soit souhaitable d'avoir des employés tous et toutes formatés de la même façon dans une entreprise. Enfin, certaines personnes peuvent avoir besoin d'être guidées et accompagnées, par exemple lorsqu'elles sont en formation ou en prise de poste. D'autres ont un fort besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et ces dernières se sentiront très mal à l'aise dans ce type d'environnement, ce qui va en retour avoir des répercussions négatives sur leur sentiment de bien-être au travail et des répercussions négatives sur leur performance. Et finalement, certains métiers ne se prêtent absolument pas à cette réduction du temps de travail, comme les métiers de soins, d'aide aux personnes dépendantes ou les métiers dans le secteur de l'éducation. Par exemple, la liste n'est pas exhaustive. Ceci étant dit, doit-on à tout prix rendre ces métiers rentables et toujours plus productifs? Je vous pose la question. Voilà, je pense avoir fait un petit tour rapide des différentes évolutions qui peuvent exister dans les entreprises aujourd'hui liées aux technologies. Je vais donc m'arrêter ici pour mon discours et j'espère vous avoir appris quelques petites choses et surtout avoir offert un discours avec suffisamment de difficultés pour que la pratique soit utile pour toutes et toutes, mais pas démoralisante. Je vous remercie.